Mai 1984, durant les célébrations annuelles du Memorial Day, un cadavre emballé dans un carton est jeté sur les bords d'une rivière. C'est un meurtre, mais les enquêteurs ignorent totalement quand il a eu lieu. La science va toutefois leur permettre de découvrir un détail important sur la dernière nuit de la victime. Cela suffira-t-il à identifier l'assassin? Par une froide et pluvieuse soirée d'hiver, une femme téléphone à la police pour signaler la disparition de son mari. L'homme est un marathonien sorti pour s'entraîner, mais il n'est jamais rentré. Selon l'expertise médico-légale, quel que soit l'endroit où s'est rendu cet homme, il a eu des ennuis. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de vos enquêtes impossibles. Certaines scènes de crime défient l'imagination. Et en dépit de leur expérience policiers et médecins légistes, se trouvent parfois confrontés à des situations insoutenables. Mais comment parviennent-ils à endiguer leur émotion quand des criminels n'ont plus rien d'humain? Dimanche matin, dans le centre de la Pennsylvanie, un pêcheur se promène sur les rives de la Juniata lorsque son attention est attirée par un gros carton. À l'intérieur, un sac poubelle. En ouvrant le plastique, il a vu des restes humains. Il ne savait pas si c'était un homme, une femme. Il s'agit d'un buste de femme. Le reste est un mystère complet. On ne savait pas comment elle était morte. Les traces laissées dans les broussailles par la chute du carton prouvent que la boîte a été lâchée depuis le bas-côté de la route situé plus haut. Dans sa chute, le carton avait asséché les broussailles, ce qui signifiait qu'il avait été jeté après la formation de rosée. C'était un détail important. Sur le carton, les enquêteurs remarquent un trou et des traces de graisse. Dans cette graisse, des petits morceaux de polystyrène. En sortant le carton du coffre, ils ont dû l'accrocher contre le loquet. C'est de là que vient le trou. Pour empêcher l'identification du corps, le meurtrier lui a découpé la tête, les bras et les jambes. C'est une opération difficile qui demande beaucoup de temps et un endroit tranquille. Ce n'est pas logique. Si quelqu'un réussit à faire disparaître la tête et les membres, il pouvait facilement faire disparaître le reste du corps. Il savait qu'on retrouverait le buste. Sur le corps, on distingue 3 taches de naissance et une cicatrice à l'abdomen. Le seul autre indice pour identifier la victime est une boucle de ceinture avec un signe du zodiaque. L'autopsie révèle la présence d'insectes sur le corps. Ils sont envoyés à un entomologiste médico-légal pour analyse. Un entomologiste est un spécialiste de l'étude des insectes. Il identifie les œufs comme étant ceux de la Calliphora vomitoria et de la Phormia regina, 2 espèces de mouches très répandues aux États-Unis. L'étude des conditions climatiques lors de la découverte du corps et l'état de développement des œufs et des larves permettent de donner une idée approximative de l'heure du décès. Elle datait d'environ 2 jours avant la découverte du buste. La victime serait donc morte le vendredi dans la nuit ou le samedi tôt dans la matinée. Toutefois, l'autopsie ne permet pas de connaître les causes du décès. En 1894, alors que technique et découverte révolutionnent les méthodes d'investigation, Pierre Mégnin, professeur au Muséum d'histoire naturelle de Paris, publie un traité, La faune des cadavres, dans lequel il répertorie les prédateurs spécifiques qui accompagnent les étapes de la putréfaction. Les entomologistes judiciaires distinguent aujourd'hui 8 escouades d'insectes qui colonisent la dépouille à tour de rôle. Des mouches bleues qui apparaissent dès que la mort survient,
au coléoptère visible 3 ans après le décès, quand le corps est en phase de réduction squelettique. Lors de l'examen du corps, les pathologistes décèlent la présence de sperme, mais aucune trace de viol. En outre, il est impossible d'identifier l'homme car les tests ADN ne sont pas encore utilisés. Mais avant de trouver un suspect, la police doit d'abord identifier la victime. On s'est dit qu'on tiendrait l'assassin si on trouvait qui était la fille. La consultation du registre des personnes disparues ne donne rien. Personne ne correspond à la description du buste. 7 mois après sa découverte, le cadavre non identifié est enterré sous une plaque sans nom et vite oublié. Mais 5 mois plus tard, un appel téléphonique remet l'enquête sur les rails. Bonjour, j'aimerais signaler une disparition. Au bout du fil, une femme prévient la police qu'elle est sans nouvelles depuis 1 an de son ex-belle-sœur, Edna Posey. Elle en dresse un portrait détaillé aux enquêteurs. Elle nous a expliqué qu'Edna n'osait pas porter de bikini à cause de ses taches de naissance. Les policiers font rapidement le rapprochement avec le buste inconnu découvert 1 an auparavant. Elle ajoute qu'Edna portait toujours une ceinture avec un signe du zodiaque sur la boucle. Edna Posey, 31 ans, était la mère célibataire d'un enfant de 11 ans, Randy. C'était une habituée des endroits peu fréquentables de Harrisburg, la ville voisine. La plupart des gens la considéraient comme une traînée. Elle multipliait les relations à court terme, avait des problèmes d'alcool et était incapable d'assurer un environnement stable à son fils. Edna n'était pas vraiment la belle-fille idéale. Elle était plutôt dévergondée. Edna aimait les hommes et l'alcool. Elle avait pris l'habitude d'aller dans les bars où elle rencontrait des hommes avec lesquels elle nouait des relations aussi frivoles qu'éphémères. Il lui arrivait également de disparaître pendant des mois entiers sans dire un mot à quiconque. Admettant elle-même ne pas parvenir à gérer sa vie, elle confia la garde de Randy à Donald Ruby, le chef scout de son fils. Donald Ruby s'occupait d'une troupe de boy scouts, composée en grande partie de garçons que la vie n'avait pas gâtés. La plupart n'avaient que leur mère. C'était une troupe pour enfants en difficulté. Randy partit donc vivre chez Donald Ruby et sa femme. Il devint en quelque sorte leur propre fils. À 42 ans, Donald Ruby, machiniste de son état, n'avait pas d'enfant. Si beaucoup saluaient ce qu'il faisait pour les jeunes en difficulté, d'autres, en revanche, doutaient de ses intentions. C'est une question de point de vue. Il les embrassait sur la bouche, des choses comme ça. Personnellement, je ne le fais pas, même avec mes propres enfants. Edna partit s'installer en Virginie, à 250 km de là. Elle y décrocha un poste de technicien dentaire et essaya de reprendre sa vie en main. Une de ses anciennes collègues, qui préfère rester anonyme, témoigne. Elle mettait de l'argent de côté. Un jour, elle a rencontré un jeune soldat en poste en Virginie. Ils sont devenus très proches. Ils prévoyaient de s'installer ensemble et de reprendre Randy. Donald Ruby, le chef scout, s'est attaché à Randy, le petit garçon d'Edna Posey, qu'il considère maintenant comme son fils. Mais si sa mère parvient à mettre de l'ordre dans sa vie, jusqu'alors dissolue, sans doute souhaitera-t-elle le récupérer. La police pense que ce renversement de situation est peut-être à l'origine du drame. Il était clair qu'elle souhaitait reprendre Randy. Selon nous, Donald ne pouvait accepter d'abandonner cet enfant, qu'il considérait comme son propre fils. Donald Ruby avait-il donc un motif pour tuer Edna Posey? Interrogé par la police,
Donald déclare qu'Edna est venue leur rendre visite le vendredi soir et qu'elle prévoyait de rester avec eux tout le week-end du Memorial Day. Le lendemain, selon ses dires et ceux de sa femme, ils ont déposé Edna en ville pour aller faire du shopping. On passe te chercher vers 17h, 17h30, ok? Très bien, super, à tout à l'heure. Lorsqu'ils sont revenus la chercher, Edna n'était pas au rendez-vous. À connaître le style de vie qu'elle menait depuis des années, il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'elle ait pu décider de disparaître une fois de plus. Ce que Randy raconte à la police est légèrement différent. Coucou mon grand. Coucou maman. D'après lui, il a vu sa mère pour la dernière fois lorsqu'elle est venue lui souhaiter bonne nuit. Je t'aime. Très bien, à demain. Quelques heures plus tard, il entend un grand bruit venant de la chambre où sa mère dort. Il décrit ça comme quelqu'un qui tomberait d'un lit. Le lendemain, lorsqu'il se réveille, sa mère est déjà partie. Si les estimations de l'entomologiste médico-légal sur l'heure du meurtre sont correctes, le bruit qu'a entendu Randy était peut-être celui de sa mère que l'on assassinait. Dans le coffre de la voiture de Donald Ruby, les policiers découvrent le même type de graisse que celui retrouvé sur le carton qui enveloppait le buste d'Edna. En outre, le trou présent sur le carton est de la même forme et de la même taille que le loquet du coffre. Les procureurs sont désormais convaincus que Donald Ruby a tué Edna Posey, et ce, dans la nuit du vendredi au samedi. La mise en examen pour meurtre de Donald Ruby va conduire les policiers à apprendre des faits troublants sur ses relations avec Randy, le fils d'Edna. Nous avons reçu plusieurs témoignages disant que, de retour de camping, il avait touché les parties intimes de Randy en prétextant chercher des tiques. C'était une preuve directe de pédophilie. S'il cherchait vraiment des tiques, alors disons qu'il se concentrait plus sur l'entrejambe et les fesses que les parents ne le font habituellement. Pour les procureurs, c'est la preuve que Donald Ruby a des pulsions pédophiles à l'égard de Randy et qu'il a tué Edna pour l'empêcher de le lui retirer. Bien qu'il s'agisse de preuves indirectes, ils affirment que la graisse et le polystyrène retrouvés sur le carton enveloppant le cadavre prouvent bien la culpabilité de l'accusé. Pour la famille et les amis d'Edna, justice est faite. Comment peut-on faire une chose pareille? Ce n'est pas comme s'il lui avait tiré juste dessus. C'est horrible ce qu'il lui a fait. Horrible. C'est incroyable qu'on puisse faire ça à quelqu'un. Au point où nous en sommes dans le déroulement de cette enquête, nous pourrions penser que l'assassin et le dépeceur d'Edna Posey a été démasqué, arrêté et mis sous les verrous. Donald Ruby avait des instincts pédophiles. Il possédait un mobile pour éliminer celle qu'il considérait comme une rivale. N'oublions pas d'autre part que de la graisse a été retrouvée sur le carton contenant une partie du cadavre. De la graisse semblable à celle prélevée dans le coffre de sa voiture. Mais après 6 ans d'incarcération, le chef scout refuse toujours d'avouer le meurtre. De sa cellule, Donald Ruby clame son innocence. Il affirme que le coupable serait plutôt à chercher parmi le nombre incalculable d'amants peu recommandables qu'Edna fréquentait. Ses avocats demandent un nouveau procès. Ils estiment que rien ne permettait d'affirmer que leur client était pédophile et que la production d'un tel témoignage au procès constituait une grave violation de ses droits.
Ils décident également de procéder à une nouvelle expertise médico-légale. Ils font appel pour cela au docteur Neil Haskell, l'un des meilleurs entomologistes médico-légaux du pays. Le docteur Haskell souhaite analyser les œufs et les larves trouvés sur le corps d'Edna Posey. Les mouches pondent des œufs qui se transforment en larves, puis en mouches. En lisant le rapport du médecin légiste, le docteur Haskell relève une incohérence. En effet, le rapport fait état de la présence d'œufs lors de l'autopsie, mais pas de larves. Il remarque autre chose. Lors de la première autopsie, les œufs furent prélevés en grattant le corps, puis placés dans une boîte à pétri. La boîte à pétri dans laquelle les œufs furent placés contenait donc également de la chair et du sang. Avant d'être analysés, les œufs avaient donc passé 3 jours dans une boîte où ils avaient pu se nourrir de chair et se développer. Je vais éviter de dire que les enquêteurs ont tout foiré. Je vais rester diplomate. Le docteur Haskell analyse les œufs trouvés sur le corps d'Edna Posey. 3 ans ont passé. Ils sont si secs qu'ils sont presque devenus poussière. Il faut les placer dans une solution pour les réhydrater. Selon le docteur Haskell, les œufs n'ont pu rester que peu de temps sur le cadavre. Edna Posey est donc morte très vraisemblablement dans la nuit du samedi au dimanche et non dans celle du vendredi, comme l'avait estimé le premier entomologiste. L'analyse entomologique a prouvé de manière scientifique et incontestable que la mort ne pouvait avoir eu lieu à la date indiquée lors du procès. Les conditions météorologiques indiquent également le dimanche matin. En effet, le pêcheur qui a découvert le carton a bien indiqué qu'il n'y avait pas de rosée ou de condensation dans le sillage laissé par la chute du carton. Le rapport d'autopsie lui-même confirme l'heure de la mort. Le médecin légiste y affirme en effet avoir détecté une certaine mobilité du sperme retrouvé dans le corps d'Edna. Or, dans le corps d'une personne morte, les spermatozoïdes ne peuvent rester mobiles que 24 heures après le décès. Donald Ruby dispose d'un alibi pour toute la journée du samedi et pour la nuit du samedi au dimanche. Après 6 années de prison, on lui accorde un nouveau procès. À la surprise générale, la défense présente une pièce nouvelle et inattendue. Le test ADN du sperme découvert lors de l'autopsie. Ce qu'il dévoile sur la dernière nuit d'Edna Posey fait l'effet d'une bombe. La conclusion du test est que le sperme retrouvé dans le corps provient de 3 hommes différents. Et Donald Ruby n'en fait pas partie. Le rapport du médecin légiste mentionne la mobilité du sperme découvert lors de l'autopsie. Le sperme dans le corps d'une personne morte ne peut rester mobile plus de 24 heures environ. Nous savons désormais qu'elle était au moins avec 3 personnes et qu'ils ont eu des rapports sexuels moins de 24 heures avant que le corps ne soit découvert. Nous nous sommes servis de ce détail pour suggérer qu'Edna, fidèle à elle-même, était partie s'encanailler lorsque Donald l'avait déposée en ville. La ligne de défense de Donald Ruby reste la même qu'au premier procès. Ils ont, lui et sa femme, déposé Edna en ville pour faire du shopping. Cette fois-ci, l'expertise médico-légale confirme sa version des faits. Les avocats de la défense suggèrent que le ou les assassins sont à chercher du côté des inconnus qui ont couché avec elle le samedi soir. C'était clairement ce qu'insinuait la défense. Le meurtrier est l'un des hommes avec qui elle a passé la nuit. Un autre élément médico-légal est apporté par le docteur Haskell.
Il constate qu'une mauvaise conservation des preuves entomologiques a faussé la première estimation de l'heure du décès. Il affirme au jury qu'Edna Posey est morte durant la nuit du samedi au dimanche et non pas le vendredi soir comme on l'avait cru auparavant. La déposition du jeune Randy innocente encore un peu plus Donald Ruby. Lors du premier procès, Randy avait déclaré avoir entendu dans la nuit du vendredi un grand bruit venant de la chambre de sa mère. 8 ans plus tard, âgé de 21 ans, il ne se rappelle plus de rien. Randy n'avait plus aucun souvenir de ce qu'il avait entendu cette nuit-là. Nous lui avons demandé, mais il ne se souvenait plus. C'était un témoignage à charge de moins. La défense affirme également que le trou découvert dans le carton ayant servi à transporter le corps a pu être fait par n'importe quel véhicule ayant le même type de loquet que celui de Donald Ruby. Il en existe des milliers. Après un procès de 9 jours et 6 heures de délibération, le jury déclare Donald Ruby non coupable. Le verdict est un choc pour la famille et les amis d'Edna. Il n'arrivait pas à y croire. C'était une affaire réglée et d'un seul coup, on remet l'assassin en liberté. Beaucoup de gens dans le quartier étaient très inquiets, surtout ceux qui avaient témoigné contre lui. Il y a des canards le long de la route. On apprend à apprécier les choses quand on en a été privé pendant longtemps. Ne jamais chercher à comprendre un jury. Jamais. Je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête. Mais bon, ce sont eux qui décident. Il faut faire avec. Bien qu'officiellement close, l'affaire est loin de l'être tout à fait dans l'esprit des principaux intéressés. Faut-il avoir peur de Monsieur Ruby? Si vous avez des enfants, je serais tenté de dire que oui. Je ne suis pas expert en pédophilie, mais vous savez ce qu'on dit. Chasser le naturel, il revient au galop. J'ai la conviction que Donald Ruby n'a pas tué Edna Posey. Il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Qui l'a tué? Je sais juste que ce n'est pas lui. Donald Ruby a quitté la ville peu de temps après le procès. Personne ne sait où il se trouve actuellement, pas même ses avocats. Il m'a envoyé une lettre l'année de sa sortie. En gros, il me remerciait d'avoir témoigné en sa faveur et m'assurait qu'à l'avenir, il ne ferait plus jamais de mal à une mouche. Le ou les assassins d'Edna Posey sont toujours en liberté. L'expertise entomologique a permis de préciser l'heure du décès et l'analyse ADN a définitivement disculpé Donald Ruby. En 1987, les tests d'identification par l'ADN étaient embryonnaires et les brevets appliqués à la criminologie n'étaient pas encore commercialisés. Aujourd'hui, la recherche de la signature biologique d'un suspect permet de résoudre quantité d'affaires criminelles, car dans 99,9% des cas, à l'exception des jumeaux monozygotes, chaque individu possède un assemblage génétique qui lui est propre. Mieux encore, l'ADN est présent partout dans le corps, dans les fluides et dans les excrétions, comme les cellules de peau. Et outre leur abondance et la diversité de leur provenance, les traces d'ADN ont une longévité bien supérieure à celle des empreintes digitales facilement dégradables et transmises uniquement par quelques centimètres carrés de peau. N'a-t-on pas réalisé des prélèvements sur des momies égyptiennes vieilles de plusieurs milliers d'années? Passé au peigne fin, une scène de crime peut révéler une multitude de détails sur le mode opératoire et l'identité du meurtrier. Dans l'histoire que je vais vous raconter maintenant, excepté sa carte de visite, l'assassin a semé derrière lui plus d'indices qu'il n'en faut pour être démasqué. Au cœur de la Californie du Sud se trouve la petite ville de Valley Center.
À environ 1 heure de route de San Diego, c'est une communauté tranquille et paisible entourée de collines et de terres arables. Les environs champêtres ont séduit Jane et Robert Dorotic, mari et femme depuis près de 30 ans. Le couple vit dans un ranch de 7 hectares. Ce ranch s'appelle Charisma Farms. Pour Jane, les chevaux sont toute sa vie. Il était évident que les chevaux la passionnaient. C'était l'une de ses plus grandes passions. Quant à Bob, il préfère la vie en plein air et le camping. Passionné d'exercice physique, il est marathonien. Ce qu'il adorait par-dessus tout, c'était camper avec sa famille et ses fils en particulier. Il faisait toujours des excursions différentes sur le mont McKinley. Ou alors il partait en randonnée dans le Grand Canyon et passait la nuit là-bas. Le couple a 3 enfants d'âge adulte, 2 fils et une fille, Claire, qui vit encore chez eux. Claire est aussi marathonienne. C'est une cavalière hors pair. Un dimanche soir de février 2000, Jane Dorotic téléphone au shérif pour signaler la disparition de son mari. Elle déclare que Bob est parti courir quelques heures auparavant, mais qu'il n'est jamais rentré à la maison. Quand elle a signalé sa disparition, j'ai tout de suite pensé, même si c'est un coureur, un marathonien, eux aussi ont des crises cardiaques quand ils s'entraînent. Il n'est pas rare que Bob effectue de longs entraînements, mais il n'est jamais parti aussi longtemps. Le shérif et ses adjoints fouillent toute la région en concentrant leurs recherches le long des trajets habituels de Bob. Les recherches se terminent le lendemain matin à 4h30 avec la découverte d'un cadavre. J'ai remarqué quelque chose à gauche dans le fossé. On aurait dit un corps. J'ai arrêté mon véhicule, allumé les phares. Je suis sorti de la voiture et j'ai pu confirmer qu'il s'agissait bien d'un cadavre. Je pouvais voir des traumatismes au niveau de la tête. La victime avait également une corde attachée autour du cou. En regardant le cadavre et les traumatismes, j'ai tout de suite pensé que nous avions affaire à un homicide. Le fait qu'il n'y ait aucune trace de sang à cet endroit indique que Bob a été frappé ailleurs. On a retrouvé des traces de pneus dans la boue, 2 empreintes. On a aussi retrouvé des empreintes de pas inutilisables. Elles ressemblaient à de gros trous dans les feuilles mortes qui se trouvaient par terre. La police retrouve un sillage dans la boue allant de la zone des empreintes de pneus jusqu'au cadavre. Et ils trouvent également un indice prouvant que Bob n'est pas sorti courir ce soir-là. Ses chaussures étaient très propres. Elles n'avaient aucune trace de boue, pas d'éclaboussure, aucune tache. Les informations dont je disposais à ce moment-là mentionnaient qu'il était allé courir la veille. Et ce jour-là avait également été une journée pluvieuse. Un cheveu de Dorotic est retrouvé sur sa poitrine, sous sa chemise, suggérant qu'il a été habillé après sa mort. Un indice supplémentaire confirme qu'une tierce personne l'a habillé. Les lacets de ses chaussures étaient noués vers l'extérieur. Le nœud n'était pas au centre de la chaussure. On aurait dit que quelqu'un lui avait fait ses lacets. Les nœuds étaient tournés vers l'extérieur. Les enquêteurs constatent avec soulagement que le meurtrier de Robert Dorotic a laissé derrière lui une multitude de preuves médico-légales. Le corps, déposé sur le bord de la route, recèle une moisson d'indices. Pour autant, pour confondre l'assassin, la police doit rapidement trouver la scène de crime. La nouvelle du meurtre de Bob Dorotic se répand rapidement à sa famille et ses amis. C'est son fils, Alex, qui prévient le meilleur ami de son père. J'étais assis dans la cuisine avec ma femme, j'ai décroché le téléphone et il m'a dit « Jim, c'est Alex Dorotic. » Je lui ai dit « Alex, ça va ?» Il m'a répondu « Pas très bien, ils viennent de retrouver Bob assassiné. » Je n'arrivais pas à le croire. Les médecins légistes commencent leur enquête en tentant d'identifier le véhicule du lieu du crime. À partir des empreintes dans la boue, ils mesurent la distance entre les roues. Le véhicule est identifié comme étant un pick-up. Ils analysent ensuite des photographies d'empreintes. Vous devez tout d'abord regarder la largeur des traces de pneus.
On constate différentes tailles de pneus. Ensuite, il faut regarder les dessins. Chaque fabricant a des dessins de bandes de roulement différents, conçus pour différents types de routes. Le pick-up a 3 modèles de pneus différents. Les empreintes sont comparées aux milliers de pneus sur le marché. J'ai remarqué que les 2 pneus avant étaient de même marque, O. De Maria identifie le pneu arrière gauche comme étant un Firestone Radial et le pneu arrière côté passager comme un Cooper modèle Discoverer. Lors de l'autopsie, le médecin légiste confirme que le décès de Dorothik est dû à un traumatisme suite à un coup violent à la tête porté avec une sorte de marteau. Il note aussi des marques de strangulation. Dans son estomac, il retrouve les restes non digérés du repas pris par Bob le samedi soir, ce qui signifie qu'il a été tué le samedi. Jane a déclaré que Bob a quitté la maison le dimanche après-midi. Une vérification de leur passé révèle que Bob Dorothik et sa femme s'étaient séparés quelques années auparavant, mais s'étaient récemment réconciliés. Bob était souvent en désaccord avec sa femme et sa fille sur le coût de la gestion du ranch. Jane et Claire souhaitaient investir plus d'argent dans le ranch pour l'agrandir. Il y a aussi la possibilité d'un employé mécontent. Le contremaître du ranch, Lionel Morales, est depuis longtemps du côté de Claire Dorothik dans le débat sur l'agrandissement du ranch. On sentait que nous devions poursuivre notre enquête et l'interroger pour savoir à quelle heure, à quel moment il se trouvait là et ce qu'il faisait quand il était là-bas. Lionel Morales, Claire et Jane Dorothik nient toute implication dans le meurtre de Bob. Lionel et Claire ont chacun un alibi. Jane déclare être restée à la maison toute la journée pour s'occuper des chevaux. Elle coopère avec la police en les autorisant à fouiller sa maison. En fait, l'inspecteur chargé des homicides m'a prise à part avant d'entrer et m'a dit « Bon, Caroline, il s'agit d'une fouille autorisée par la suspecte. Tout ce qu'on recherche, ce sont des traces de sang évidentes et manifestes. Ne va pas fouiller partout, n'ouvre pas les tiroirs, ne fais rien de particulier. Sois aussi discrète que possible. » Dehors, le sol était boueux et les chaussures étaient interdites dans la maison. Pour être poli, vu qu'il s'agissait d'une fouille autorisée, et c'est la seule fois de ma vie où j'ai fait ça sur un lieu de fouille, j'ai enlevé mes chaussures. Les enquêteurs fouillent la maison et en particulier la chambre principale, mais ne trouvent rien d'extraordinaire. Afin de respecter les usages en vigueur dans la maison, la criminologue Caroline Gannett se déchausse avant d'inspecter les lieux. Ce détail peut paraître anodin. Pourtant, il va s'avérer lourd de conséquences et faire basculer l'enquête. J'ai avancé dans un coin de la chambre et j'ai senti que la moquette était mouillée sous mes pieds. J'ai littéralement sursauté, car je savais exactement ce que c'était. Le sol de la chambre était mouillé, comme si on l'avait récemment nettoyé. Et la moquette avait une teinte légèrement rouge. Ce qui m'a frappé, c'est avec quelle facilité nous aurions pu passer à côté. Si nous n'avions pas retiré nos chaussures, nous n'aurions pas découvert cette zone. Et quand ils regardent de plus près, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas au bout de leur surprise. On aurait dit qu'il y avait des traces de sang sur l'ensemble de la couette. Il y avait des éclaboussures de sang à la tête de lit. Il y avait des éclaboussures sur le mur, derrière le lit. J'ai demandé à la famille s'il y avait une raison quelconque pour qu'on retrouve du sang dans la chambre principale. La famille, certains membres de la famille ont commencé à parler. La sœur de Jane Dorothik, Bonnie Long, nous a dit que l'un de ses chiens s'était sectionné un ergot et qu'il avait saigné. Ils retrouvent également du sang sur le mur en briques et sur le poêle dans le coin de la chambre. Le sang s'était même infiltré dans la pièce servant de débarras à l'étage inférieur. J'ai regardé les taches sur le mur, sur les briques. Elles étaient toutes identiques. Elles mesuraient toutes environ un demi-millimètre de diamètre. Elles s'étaient répandues à une vitesse moyenne. C'est généralement ce à quoi je m'attends quand il s'agit d'une attaque.
Les analyses effectuées par Merritt révèlent que les éclaboussures de sang proviennent de la tête de lit, du côté où Bob aurait pu être endormi. La forme des taches sur le mur et sur la table de nuit indiquait leur direction. J'ai pris des bouts de ficelle, puis connaissant la direction du sang, je les ai tendus. Je les ai scotchés contre le mur et j'ai ainsi obtenu une zone de convergence. Cette zone de convergence révèle au médecin légiste où se situait la tête de Bob au moment de l'attaque. Merritt découvre également des traces de sang sur le plafond, laissées par du sang projeté d'un objet en mouvement. Il y avait des taches circulaires au plafond, directement au-dessus du lit. C'était la première indication d'une altercation. L'autre indication était les taches directionnelles. Des taches linéaires s'éloignant de l'endroit. Il y avait donc du sang au plafond, formant une ligne en direction du mur. Les analyses ADN confirment que le sang retrouvé est celui de Bob Dorotic. En se basant sur l'interprétation des éclaboussures de sang, les enquêteurs pensent que le décès de Dorotic est dû à une importante blessure à la tête. L'attaque n'a pas eu lieu sur cette route. Cette attaque, si l'on tient compte des taches de sang, a eu lieu dans cette chambre. Dans la maison, les enquêteurs découvrent également un morceau de corde noire, correspondant à celle trouvée autour du cou de Bob. J'ai dit à Jane que nous étions convaincus. Cela ne faisait aucun doute. Bob avait été attaqué dans la chambre principale. La famille en a eu le souffle coupé. Mais les enquêteurs ne découvrent aucune trace de sang dans tout le reste de la maison, ce qui signifie que le tueur a descendu le corps et l'a emmené à l'extérieur. La police ne retrouve ni l'arme du crime, ni aucun vêtement ensanglanté au domicile de la victime. Aucun signe d'effraction n'est également remarqué. Un intrus ne prend jamais la peine de nettoyer le lieu de son crime. Je suis chargé de l'application des lois depuis 28 ans. Je n'ai jamais vu ni eu affaire à un intrus qui entre par effraction dans une maison, commet un meurtre et nettoie tout après son passage. La police retrouve le pick-up dans le garage. Il n'y a aucune trace de sang visible à l'œil nu. Les enquêteurs décident de vérifier que le sang n'a pas été nettoyé. Nous avons utilisé le test de fluorescence. On a aspergé l'extérieur et l'intérieur du pick-up. Plusieurs zones sont devenues fluorescentes. Il y avait une zone à l'arrière du pick-up en particulier, une zone assez importante. Ces résultats indiquent que du sang se trouvait là à un moment donné, puis avait été nettoyé. Les tests ADN effectués sur les résidus sanguins retrouvés confirment qu'il s'agit du sang de Bob. Le pneu avant gauche était tourné vers moi et je pouvais voir le dessin du pneu tandis que je m'en approchais. Je savais à quoi il devait ressembler pour correspondre au dessin du pneu retrouvé sur le lieu du crime. Plus je m'avançais et plus il lui ressemblait. On aurait dit le même pneu. J'étais juste devant et j'étais certaine que c'était la même empreinte. Les pneus avant sont de la marque O. Le pneu arrière côté passager est un Cooper modèle Discoverer. Le pneu arrière côté conducteur est un Firestone Radial. Leurs dessins correspondent tous aux empreintes laissées sur le lieu du crime. Le pick-up blanc est immatriculé au nom de Jane Dorotic. Avant de quitter le domicile, les enquêteurs trouvent une dernière preuve. Dans la poubelle, on a retrouvé plusieurs seringues. L'une d'elles était une très grosse seringue, le type de seringue utilisé pour les animaux. La seringue contient une petite quantité d'un puissant tranquillisant pour chevaux appelé acépromazine. Il est aussi connu sous le nom de Mellow Yellow, en rapport avec la chanson des années 60. Il suffit de 3 mg pour endormir un cheval. Les tests de toxicologie ne permettent pas de détecter l'acépromazine dans le sang de Bob. Il a pu en contenir, mais en quantité insuffisante pour être décelé. Une empreinte de sang est retrouvée à l'extérieur de la seringue. Le sang est celui de Bob Dorotic et l'empreinte est celle de Jane.
On entend souvent dire que la meilleure preuve qu'on puisse trouver est l'empreinte digitale du suspect dans le sang de la victime. Et là, comment vous expliquez cela? L'affaire a été menée tambour battant. 3 jours seulement après la découverte du corps de Bob Dorotic, sur le bas-côté de la route, je vous le rappelle, la police arrête son épouse et le procureur l'inculpe du meurtre de son mari. Plus d'une demi-douzaine d'indices la désignent coupable. Your Honor, I'd like to say that I'm innocent. I loved my husband. I love him still. En mai 2001, Jane Dorotic est jugée pour le meurtre de son mari, Robert. Pour les procureurs, cela ne fait aucun doute. Jane injecte le tranquillisant pour chevaux à son mari pendant qu'il dort dans la nuit du samedi au dimanche. Elle le frappe à la tête alors qu'il est dans leur lit, puis à terre, près du poêle. Quand Jane jette la seringue, elle laisse ses empreintes dans le sang de Bob. Après l'avoir habillé, elle le porte ou le traîne au rez-de-chaussée jusqu'à son pick-up. Lorsqu'elle se débarrasse du corps le long de la route, la seule chose qu'elle ne fait pas, c'est laisser son nom sur le lieu du crime. La propreté des chaussures de Bob prouve qu'il n'est pas allé courir. La position des lacets indique qu'ils ont été noués par une tierce personne. Et le sang sous sa chemise est la preuve qu'il a été habillé après son décès. Et puis, il y a les empreintes de pneus du pick-up. Des amis ont vu Jane en fin d'après-midi ce dimanche-là dans un centre commercial du quartier. Pour les procureurs, c'est l'endroit où elle s'est débarrassée de ses vêtements ensanglantés et de l'arme du crime. Tout ce qu'on a récupéré accusait Jane Dorotic. Il y avait différentes pièces du puzzle et quand vous les mettiez toutes ensemble, tout l'accusait. Le mobile semble être l'argent. Jane souhaitait dépenser beaucoup d'argent pour les chevaux, pour leur entretien, pour le maintien de leurs écuries. La passion de Jane et de Claire pour les chevaux ne le dérangeait pas. Mais ils étaient souvent en désaccord sur la quantité des ressources familiales qu'ils devaient allouer à ce loisir. 2 ans auparavant, alors que le couple est séparé, Jane apprend que selon la loi californienne, elle devra payer une pension alimentaire à Bob s'ils divorcent, étant donné qu'elle représente la principale source de revenus du couple. Bob m'avait dit qu'elle était très en colère quant au fait de devoir lui payer une pension alimentaire. Ça l'avait rendue livide. Et elle était devenue très menaçante. On a retrouvé des lettres datées du vendredi précédant sa mort. Il cherchait du travail. Peut-être qu'il lui a dit « Ça ne marche pas, je pense que nous devrions divorcer », mais elle ne voulait pas lui payer de pension alimentaire. Lors du procès, les avocats de la défense déclarent que c'est Claire Dorotic, aidée de Lionel Morales, la meurtrière de Bob Dorotic. Ils fournissent une lettre écrite par Claire à son père, d'une grande hostilité suite à des abus présumés. Elle vivait sa vie en essayant de satisfaire son père. Et elle avait emmagasiné énormément de haine et de rancune au fil des années. Selon les avocats de la défense, Lionel Morales était compatissant envers Claire. Ils ont sous-entendu qu'étant donné qu'il travaillait pour Claire Dorotic et qu'elle n'aimait pas son père, il aurait tout fait pour elle. Mais la police était satisfaite car ils avaient tous deux de solides alibis. Nous étions sûrs que Claire n'était pas en ville ce week-end-là. Et Jane était la seule personne à être chez eux. Jane était la seule suspecte dans nos esprits. Claire, do you know why your mom is pointing the finger at you? Claire Dorotic et Lionel Morales invoquent leur droit au 5e amendement contre l'auto-incrimination et décident de ne pas témoigner. Jane ne fournit aucune explication sur l'empreinte retrouvée dans le sang de son mari sur la seringue contenant le tranquillisant pour chevaux. Après 3 jours de délibération,
le jury rend son verdict. J'étais triste, mais malgré tout ravi que justice soit rendue. Pour moi, elle m'a volé un de mes meilleurs amis, à moi et à tous ses autres amis. Et c'est le pire vol que l'on puisse commettre. Jane Dorotic est condamnée à 25 ans de prison. Il est indéniable que les preuves médico-légales ont joué un rôle incontestable dans la condamnation de Jane Dorotic. L'expertise médico-légale a pu prouver qu'il n'était pas sorti faire un footing, comme elle l'avait déclaré. Les experts ont confirmé que ses chaussures avaient été lacées et qu'il avait été habillé après avoir été roué de coups. Les preuves médico-légales nous ont raconté l'histoire, comme c'est souvent le cas quand vous trouvez un corps dans le cadre d'un homicide. C'est le cadavre lui-même qui vous raconte son histoire. Jane et Robert Dorotic s'étaient séparés 2 ans avant le meurtre. Ils avaient même envisagé de divorcer, mais dans ce cas, Jane, en qualité de gérante du ranch, aurait dû verser une pension alimentaire annuelle de 50 000 $ à son ex-conjoint, somme qui lui aurait interdit de poursuivre ses investissements pour améliorer son élevage de chevaux. Pour absurde qu'il soit, cet argument a motivé le passage à l'acte. Dans le but d'innocenter leur cliente, les avocats de la défense tentèrent en vain d'incriminer Claire, la fille de la victime. Comme elle possédait un solide alibi, ils essayèrent ensuite de faire porter la responsabilité du meurtre sur Lionel Morales, le garçon de ferme, affirmant que des témoins auraient aperçu des hommes de type hispanique rôder à bord d'un pick-up sur la route, non loin de l'endroit où le corps de Bob a été retrouvé. Mais les preuves médico-légales accablaient Jane Dorotic et aucun argument ne put semer le doute raisonnable dans l'esprit du jury. Jane Dorotic fut condamnée à une peine de 25 ans de réclusion. Et ainsi prend fin cette émission. Je vous remercie de nous être fidèles et vous donne rendez-vous bientôt sur cette antenne pour un autre épisode des Enquêtes Impossibles. Renault. Parlons de Renault, numéro 1 des ventes de véhicules hybrides en France. Parlons de nouveau Renault Captur E-Tech Full Hybride. Jusqu'à 40% d'économie de carburant, jusqu'à 80% de conduite électrique en ville et jusqu'à 1000 km d'autonomie. Pendant les portes ouvertes du 13 au 17 juin, profitez de 2 mois de loyer offert. Numéro 1 en 2023. Données WLTP, 2e et 3e loyer offert. Offre à particulier du 13 au 17 juin, c'est accordiaque. Voir conditions sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Alors, maître Laurent Moreuil du barreau de Paris, vous étiez dans ce dossier avocat de la partie civile et en l'occurrence avocat des sœurs de Gisèle Künstler. Je voudrais que vous me racontiez cet homme que vous avez eu face à vous pendant ce procès. Je ne le connais pas. Vous l'avez vu. Comment se tient-il? Comment se comporte-t-il? Quelle impression fait-il? Alors je ne le connaissais pas non plus, jusqu'à en temps à la reconstitution qui a eu lieu pendant l'instruction, où j'ai eu l'occasion de le croiser pour la première fois. Donc il s'est prêté à cet exercice avec beaucoup de calme et de sang-froid. Et puis ensuite, j'ai donc vu cet homme à l'audience, un grand gaillard, très en forme, très silencieux pendant une grande partie de l'audience, et absolument glaçant. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, effectivement, ce qui semble se déduire de sa personnalité, même si dans ce dossier il n'y a pas d'expertise médico-psychiatrique ni même médico-psychologique, ce qui bien sûr dans un dossier criminel laisse des zones d'ombre assez prononcées, mais pour autant il est dénué complètement d'empathie. Une partie de ses répliques à l'audience, le peu qu'il en a dit, est absolument effroyable. Et tout est dit avec une espèce de rigueur et de certitude vraiment affolante dans le contexte de ces 3 meurtres particulièrement violents. Son obsession, son unique préoccupation, d'après ce que j'ai compris, c'est de parler des soi-disant humiliations qu'il a subies. Tout le reste ne l'intéresse pas. Oui, il est complètement ignifugié contre la souffrance des proches de la partie civile. Il y a dans la salle
le mari de Michel Fabrice, la réceptionniste, il y a ses parents, il y a ma cliente, la sœur de Madame Künstler. Et en fait, ces gens n'existent pas. Les seules interventions qu'il fait sont des interventions strictement techniques sur des questions du président, avec des sorties vraiment effroyables. Et je pèse mes mots. C'est-à-dire totalement décalé de l'émotion qu'on devrait ressentir en évoquant les faits. Voilà, je crois que, enfin, des nombreuses expertises dont j'ai pu connaître quand je faisais du droit pénal, effectivement, il est psychopathe, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'empathie et il n'interagit pas avec les gens, et il est sur un registre très droit du travail. Hein. D'ailleurs, le dossier le montre. Sortie définitive des effectifs, en rayant dans le livre entrée sortie du personnel le nom de ses victimes, et notamment de cette jeune femme, c'est juste du jamais vu. Quand il dit « je n'ai aucun regret », alors moi j'en ai raconté des histoires criminelles, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que à aucun moment il pense qu'il n'a fait fausse route. Ah non, non, il est complètement droit dans ses bottes, droit dans sa position et inaccessible à toute éventuelle considération, encore une fois, de ce que les autres ont pu vivre ou penser. Il est sur sa ligne, j'ai été humilié, on ne me reconnaissait pas la qualification qui aurait dû être la mienne, vous rappeliez, qui parlait plusieurs langues, etc., puis revendiquait donc d'être non pas veilleur de nuit, mais night auditor, qui parlait anglais. Il y a cette histoire donc du livre entrée-sortie personnelle, les mots qu'il laisse sur les cadavres, et il est tout à fait cohérent sur la ligne. Il prend d'ailleurs dans la caisse son salaire, pas plus, hein. Il prend son salaire. Ce qu'on lui doit. Son solde de tout compte. Absolument. Et là, le mot est très bien trouvé, solde de tout compte. Ouais. Donc, psychopathe, on est d'accord, ça saute aux yeux, avec une composante narcissique très forte, parce qu'au fond, il n'y a que lui, ses souffrances, ses frustrations qui comptent. C'est ça, ce qu'on sait de lui, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'expertise, mais on en sait un peu, on sait son passé pénal. Ça a été rappelé, donc un incident dans le métro, où il avait pris d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, la défense de quelqu'un. Hein, c'était pas une agression, c'était la défense de quelqu'un. Il avait sorti un pistolet d'alarme et donc effectivement énucléé, je crois qu'on dit comme ça, donc un travesti. Et puis avant ça, quand même, la tentative d'assassinat de sa femme et son viol, qui lui avait valu une condamnation criminelle, qui fait écho aussi donc à l'histoire de son père, ce Landru là, qui lui-même avait probablement disait le dossier, probablement essayé, tuer sa femme. Tuer sa femme, oui. Parlons de son père. On est tombés d'accord tous les deux, et je suppose que tous les protagonistes du procès étaient d'accord là-dessus, pour dire que c'était un psychopathe. C'est-à-dire, au sens le plus littéral des choses, quelqu'un qui n'avait pas d'empathie pour ses victimes, qui ne ressentait nullement leur souffrance, et qui, au fond, ne voyait dans le meurtre comme moyen d'assouvir ses propres frustrations personnel, avec une composante narcissique probablement extrêmement développée. Mais un psychopathe, ça se fabrique. Et on a là un type dont on comprend assez vite qu'il s'est fabriqué dans l'enfance, dans ce père qui tue sa mère, dans l'absence de sa mère, puis dans l'absence de ce père qui meurt d'un accident de voiture, puis dans l'absence d'amour qu'il reçoit dans les familles d'accueil, parce que comme c'est l'usage à la DAS, on le change régulièrement de famille d'accueil, et sans doute ne s'y comporte-t-il pas très bien, l'obligation d'arrêter d'école qui l'empêche de faire des études. Bref, on a fabriqué ce monstre. Oui, alors effectivement, quand on met tout ça en regard, et la plupart des procès criminels sont, comme vous le savez, consacrés pour partie à la personnalité de l'accusé, qui doit être prise en compte par la cour d'assises pour prendre une décision sur ce qu'il convient de faire. Mais avec une personnalité de ce genre, c'est assez compliqué. En fait, oui, ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire qu'il a un roman familial, une trajectoire sociale qui sont donc de celles dont on s'emparerait volontiers en défense. Oui. Un père meurtrier, les familles d'accueil, la DAS, et puis une ascension sociale quand même assez remarquable. Il finit par avoir un job plutôt pas mal payé, 12 000 francs à l'époque, il parle plusieurs langues. Parce qu'il les parle vraiment. Oui. Il parle vraiment hébreu, japonais, espagnol, anglais, polonais. Je ne sais pas, j'ai pas eu l'occasion de tester ses talents linguistiques, mais c'est ce que disait le dossier, je crois, et en tout cas anglais c'est certain, espagnol et probablement un peu d'autres langues. Voilà, c'est un type très bien, très érudit, hein, le dossier le dit aussi, très éduqué. Mais le problème, c'est que pour prendre en compte ou considérer ce type de trajectoire et d'histoire dans le cadre d'un dossier criminel d'une telle gravité,
Encore faut-il que l'accusé interagisse avec ceux qui essayent de comprendre ce qui lui est arrivé. Et lui, il s'en fiche de tout ça. Je ne sais pas s'il s'en fiche, il En est tout dans cas, il une veut pas en posture. parler. Il veut pas en parler, et j'aurais d'ailleurs trouvé très intéressant de savoir ce que les médecins en pensaient, parce qu'il y avait cette espèce de barrière qui est dure à comprendre, en fait, même quand on a une certaine expérience de ce type de dossier, une barrière psychologique qui faisait que, de toute façon, il refusait complètement qu'on rentre dans sa sphère à lui, Oui. et il était sur sa ligne, droit dans ses bottes, hein, comme le veut l'expression, et complètement intangible et imbougeable. Vous vous souvenez de son avocate? C'est une femme, je crois qu'il le défendait. C'est terrible de se retrouver à défendre un type comme ça, qui n'utilise aucun des arguments utilisables pour sa défense, qui refuse une expertise psychiatrique qui pourrait le servir. Enfin, c'est une sorte de mission impossible. Oui, alors, bon, dans ce dossier-là, en tout cas, je peux pas parler pour la défense, Oui. mais je me souviens qu'il était défendu, en fait, par le bâtonnier du barreau local et qui était accompagné effectivement d'un collaborateur et d'une collaboratrice. Le dossier méritait bien qu'on soit plusieurs à essayer de s'en occuper. Et en fait, donc il s'appelait Maître Bouli, le confrère qui défendait Monsieur Hennequin. Il l'a défendu avec beaucoup de courage et il a fait comme il a pu avec ce qu'il avait. Mais c'est mission impossible. C'était une mission extrêmement difficile. Voilà, en essayant de effectivement de reconstituer l'histoire de cet homme qui, à n'en pas douter, en tout cas pour partie, explique Ce qu'il est même devenu. si ça justifie pas, ce qu'il est devenu et ce qu'il a fait. Alors les faits eux-mêmes, parce que j'imagine que la cour d'assises s'est beaucoup concentrée là-dessus. Lui dit, mes patrons étaient des salauds, la réceptionniste était la chouchou de la patronne, ils ont eu que ce qu'ils méritaient, mais vivait-il véritablement un harcèlement professionnel de la part de Monsieur Roupios, de Madame Künzler et de Madame Fabrice? C'est pas ce que montre le dossier. Il y a eu des témoins qui ont été entendus, effectivement, qui laissaient entendre qu'il avait des prises de bec assez fréquentes avec Gisèle Künzler. Gisèle Künzler, c'était la compagne de Léo Roupios, qui était le propriétaire de cet hôtel depuis 45 ans. Et donc, elle était là, elle était au contact de cet homme qui était, on peut le dire, légèrement psychorigide, très sur ses principes, et donc dans le travail, ça devait pas être simple. En outre, on voit bien qu'aussi il y a une espèce de revanche sociale très puissante qui est sous-jacente dans le dossier. Ce refus de reconnaître ses qualifications, le fait que ses mérites n'étaient pas admis, et donc un rapport très tendu. Donc il n'y a pas de problème du côté de l'hôtel en vérité. C'est-à-dire toutes ces justifications. Il y a probablement les tensions qui peuvent exister dans le travail avec des personnalités X ou Y, mais en tout cas, s'agissant a fortiori de Monsieur Roupios, qui était très peu là, je crois que rien n'existe à part effectivement cette différence entre un employé très très revanchard et les patrons. La hache. Pourquoi la hache? La question lui est posée, il s'explique là-dessus. Oui, il s'explique. C'est pour ça que je me souviens bien de ce dossier, je n'ai pas vraiment besoin de notes, puisque le président, au bout de plusieurs heures d'audience, peut-être même après la première journée, j'ai oublié le timing, essaye pour la énième fois de lui poser une question, il lui demande, Monsieur Hennequin, vous aviez une carabine, 22 long, je crois, pourquoi une hache? Et là, sa réponse, je vous laisse l'apprécier, vous qui avez une grande expérience de ces sujets, c'est « Je connais bien les armes, ça s'enraye facilement les 22 longs rifles. » Bon. Au cas où donc. On dirait. La hache, c'est au cas où. La hache, c'est au cas où. Alors d'ailleurs, l'autopsie que j'ai relue ne disait pas ça. Elle disait que les coups mortels, notamment sur Madame Künzler, avaient été donnés par la hache. C'est ce que disait le légiste. On s'aperçoit que le bonhomme était une bombe en puissance quand on va donc dans son studio, qui est un studio de vieux garçons, seul. Plus personne ne peut prendre de photos de lui parce qu'il n'a pas d'amis, il n'a pas de proches, il est fâché avec tous ses voisins. Il y a une souffrance sociale et psychologique très puissante et une bombe qui est là et qui sans doute dort depuis plusieurs années. Oui, sans doute. Et d'ailleurs, les circonstances dans lesquelles il prend la fuite sont assez symboliques. Il met le feu, en fait. Il fait table rase du passé, de cette histoire, dans l'exemple de ses patrons et de cette malheureuse jeune femme qui bossait à ses côtés. D'ailleurs, il épargne le groom dans l'exemple, qui a 20 ans, qui est jeune aussi, en expliquant qu'il avait de la sympathie pour lui parce qu'il jouait au keno avec lui.
Au contraire de cette jeune femme qui était réceptionniste, dont il considérait qu'elle était la complice objective du patronat, puisqu'il l'appelait l'œil de Moscou. Voilà. Donc, on voit bien que, mais tout ceci était, effectivement, il y avait tous les ingrédients chez cet homme, effectivement, de l'explosion dont vous parliez, c'est-à-dire ce passé dramatique, cette histoire personnelle très compliquée, et en effet, ça aurait pu se produire sans doute avant. Ça s'était d'ailleurs déjà produit avant. Il y avait eu quelques grosses déflagrations déjà. Et donc ça a été une espèce de finale absolument macabre et escabreux. Ce qui est étonnant, parce que s'il était resté pleinement dans sa logique, il se serait porté prisonnier. Il serait même resté à l'hôtel. Il aurait attendu assis sur le lit dans la chambre qu'on vienne l'arrêter. C'est cette fuite. Pourquoi est-ce qu'il fuit puisqu'il est prêt à assumer? Je ne sais pas. C'est incohérent, on est d'accord. En tout cas, oui, on pourrait penser que c'était incohérent et qu'il était là dans une espèce de croisade légitime. Hein. Ouais. Bon, mais non. Il met son nom partout, puisque voilà, les deux donc papiers... c'est signé très très furax dans l'exemple, mais pour autant, il se met en fuite parce que peut-être, je ne sais pas, qu'il est dans cette idée que ce qui s'est produit est légitime, comme il va le dire à de nombreuses reprises à l'audience. C'est quand même intéressant de voir que 25 ans après, vous qui étiez avocat de la partie civile, c'est-à-dire pas le plus impliqué des avocats par rapport aux défenseurs, vous vous souvenez de cette histoire en détail? Bah, c'est difficile de pas se souvenir d'une histoire pareille. C'était tellement spectaculaire, tellement violent, et l'audience était encore une fois tellement inhabituelle. Il y avait tout un tas de mécanismes à l'audience qui se produisent en principe, qui sont des mécanismes d'échange, même de contestation. Les affaires criminelles sont quand même, dans un certain nombre de cas, le lieu où on va contester les faits, ou les remettre en question, discuter les témoignages, etc. Oui. Rien de tout ça. Rien. Simplement, ce que j'ai fait était justifié par le comportement de ces gens, et c'est comme ça et pas autrement. Les clientes, vos clientes, et globalement les familles des victimes, comment est-ce qu'elles encaissent tout ça? Vous êtes obligé de les préparer à ça, de les débriefer, parce que évidemment, vu de leur côté, c'est insupportable. Ce type qui assume tout, qui n'a aucun remords. Ouais, c'est insupportable. Je sais pas s'il y a un mot plus fort qu'insupportable. C'est absolument insupportable. Donc comment on fait là? Je veux dire, on prévient les clients en leur disant, je vous préviens, ça va être dur, il fera aucune concession, il va tout assumer, il aura pas de regrets. Oui, on peut même, dans certains cas, les inviter à ne pas venir à l'audience si on est absolument convaincu qu'il s'y passera rien et que la reconnaissance dont on parle beaucoup désormais, de la parole de la victime, l'importance du procès pour la victime, etc., ne sera de toute façon pas considérée. En fait, ce procès a eu l'effet inverse à celui que parfois on peut attendre d'un procès. C'est-à-dire le fait qu'on puisse savoir pourquoi et à qui on a affaire pour pouvoir faire son deuil de ça. Et d'ailleurs, j'avais lu que d'abord le mari de la réceptionniste, qui était cette jeune femme qui a assassiné également, n'avait toujours pas fait son deuil. Et puis l'un des avocats de partie civile aussi en parlait encore avec beaucoup d'émotion. En fait, voilà, ce procès a laissé une espèce de goût finalement d'injustice, en ce sens que, au-delà de la condamnation, le rôle du procès n'a pas été entièrement rempli, probablement. J'étais ravi de parler avec vous, maître Laurent Moreuil du barreau de Paris, avocat de la partie civile, dans cette affaire Hennequin. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr. Carrefour Banque et Assurance. Quand vous me dites la carte passe, invincible. Et oui, votre carte de crédit Pass Standard propose de nombreux avantages. Et en plus, profitez de 30 € offerts en bon d'achat à la suite de sa première utilisation, au comptant ou à crédit. Et c'est dès demain et jusqu'au 24 juin chez Carrefour Banque et Assurance. Carrefour Banque et Assurance. Délai légal de rétractation de 14 jours, voire conditions en agence banque ou sur carrefour-banque.fr. Carrefour Banque RCA Sévry, numéro 313 811 515, numéro Orias 07 031 939. Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte. Je vais vous raconter l'histoire d'un tueur complètement à part dans l'histoire du crime. Jean-Baptiste Hennequin. En 1997, à Saint-Quentin dans l'Aisne, en Picardie, il a tué 3 personnes au Grand Hôtel, un 4 étoiles du centre-ville, dont 2 à coups de hache. Et ce qui fait de lui un cas à part, c'est qu'il a parfaitement assumé son crime. Il l'a même revendiqué. Et il n'a manifesté
aucun regret. J'ai invité pour le débrief son avocate à l'époque, maître Anne-Laure Pillon, du barreau d'Amiens. J'ai écrit cette histoire avec O'Keefe, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Nous sommes le matin du 20 janvier 1997, un peu avant 11 heures. Et vous entendez? Ce sont les pompiers de Saint-Quentin, en Picardie. On vient de les appeler au Grand Hôtel, le 4 étoiles très chic du centre-ville. On leur a dit que deux clients avaient fait un malaise. Ils n'en savent pas plus. Des employés les attendent à l'entrée du hall. Ils ont l'air très tendus. Bonjour, messieurs. Venez avec moi, je vais vous emmener dans la chambre où ça s'est passé. On nous a parlé de deux personnes qui ont fait un malaise, c'est ça? Un malaise? On vous a dit ça? Je crois pas, non? Enfin, vous verrez. Les pompiers empruntent l'ascenseur, direction le 2e étage. Suivez-moi, c'est dans la chambre 101 que ça s'est passé. Les pompiers entrent dans la chambre. Oh de Dieu! Mais c'est pas un malaise. C'est un meurtre, une boucherie. Un homme sur le ventre dans l'entrée couvert de sang, le dos zébré de plaies ouvertes, et la moquette autour qui a bu tout le sang du cadavre. Mais c'est pas fini. Il y en a un autre cadavre. Une femme au pied du lit, même position, même boucherie. Et à côté sur la moquette, une douille, calibre 22. Vous les connaissez, ces gens-là? Si on les connaît. Mais ce sont les patrons de l'hôtel. Léo Roupios, 73 ans, propriétaire du Grand Hôtel, et sa compagne Gisèle Künzler, 69 ans, la gérante. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que sur chacun des deux cadavres, posés sur leur dos, il y a une feuille de papier avec un message manuscrit dessus. Sur le cadavre de Gisèle Künzler, il est écrit « Pour 5 ans d'humiliation, de diffamation, de chantage et de fausses accusations, de perpétuels acharnements à semer la discorde parmi les personnels, que cela te serve à toi et à tes semblables. » Et sur la lettre posée sur le dos de Léo Roupios, « Pour ton indifférence, ta prétention, ton refus de dialogue, pour tes affaires douteuses et leurs victimes, que cela serve aussi à tes semblables. » C'est dingue, dingue. Chacun des deux meurtres est en quelque sorte justifié, revendiqué. C'est un règlement de compte. Ça paraît clair. Les policiers d'Amiens viennent d'arriver, ça tombe bien, parce que les pompiers, qui se demandent encore pourquoi on les a fait venir, viennent d'être appelés sur un incendie dans le centre-ville, à 800 mètres de là. Et nous, et ça va vous paraître surprenant, on va laisser quelques instants les deux cadavres du Grand Hôtel et on va les suivre, les pompiers, vers cet incendie. Patience, vous allez vite comprendre pourquoi. Vous vous rendez au numéro 33 de la rue de l'Est, au 2e étage, reçu? Reçu, on y est dans 2 minutes. Quand ils arrivent sur place, les pompiers grimpent à toute berzingue jusqu'au 2e étage. C'est ici, regarde. La fumée sous la porte, là. Ils enfoncent la porte. C'est un studio d'environ 15 mètres carrés, totalement envahi par la fumée. Je pense que le feu s'est éteint de lui-même. Faute d'oxygène. Ouvre la fenêtre. Une fois la fenêtre ouverte et la fumée dissipée, les pompiers découvrent le studio. Un foutoir sans nom, avec sur le sol des restes de nourriture, des sacs, des vêtements et des centaines de numéros du Canard enchaîné. Mais pas de victimes. Le studio est vide. Dis, regarde, il y a eu plusieurs départs de feu, hein. Un là, un là, un là. Ça m'a bien l'air d'être un incendie volontaire, hein. Alors, vous vous demandez pourquoi je vous ai emmené dans ce studio putride, hein? Vous avez envie de revenir au Grand Hôtel, et vite. Ça vous intrigue, ces petits mots sur le dos des deux cadavres. Je vous comprends.
Mais je vous promets qu'en me suivant dans ce studio crado, vous n'avez pas perdu votre temps. Et l'enquête non plus. Dis, tu peux faire le tour des voisins, là, pour savoir qui habite ici? Un pompier va se rencarder, et il revient avec du lourd. Bon, le locataire s'appelle Jean-Baptiste Hennequin, il aurait 61 ans, et alors tiens-toi bien, il est veilleur de nuit au Grand Hôtel de Saint-Quentin, le gars. Veilleur de nuit au Grand Hôtel? Oh merde, il faut que je prévienne les flics, là. Enfin, c'est fou, quoi. 2 interventions dans la matinée, elles sont toutes les 2 liées. Vous voyez que nous n'avons pas perdu notre temps. Allez, retournons au Grand Hôtel, parce qu'il y a du nouveau, là-bas. 2 employés ont disparu. C'est-à-dire qu'ils ont pris leur service à 7 heures, et depuis personne ne les a vus. J'espère qu'il n'aurait pas arrivé la même chose qu'au patron. Vous pouvez me donner le nom de ces 2 employés? Oui, Madame Fabrice, Michel Fabrice, c'est une réceptionniste. Et puis Philippe, c'est un garçon d'étage, un groupe, si vous voulez. Oh, j'espère qu'il n'aurait pas arrivé quelque chose à eux aussi. Alors, les policiers se lancent dans une fouille intégrale de l'hôtel, chambre par chambre. Et quand ils arrivent au sous-sol, ils poussent une porte métallique. Et ils tombent sur un jeune garçon dans les 20 ans, livide et tremblant. Vous êtes qui, vous? Je suis Philippe. Je suis groom à l'hôtel. Mais qu'est-ce que vous faites là, enfermé derrière cette porte? Je vais vous expliquer. Ce matin, j'ai pris mon service à 7 heures. Comme d'habitude, j'ai croisé Monsieur Hennequin à la réception. Le veilleur de nuit, c'est ça? Oui, le réceptionniste et veilleur de nuit. On a discuté un peu. Et puis je suis monté au premier pour me changer. Je suis redescendu. Et là, Monsieur Hennequin, il me parle d'une fuite au sous-sol. Il me dit, on va voir ensemble. Donc on descend. Il disait que c'était dans le local des produits d'entretien. Alors moi, je rentre dans le local, je regarde et vlan, il claque la porte derrière moi. Moi, je trouve ça pas drôle, je lui dis de m'ouvrir. Je lui dis, on a du travail, il y a des clients qui attendent. On va se faire gueuler dessus par la patronne. Et là, il me dit, t'inquiète, les patrons, ils feront plus chier, je les ai flingués. Quoi, je lui fais? Mais la réceptionniste va demander où je suis. Et il me répond, la réceptionniste l'est flinguée aussi. Elle est par là, il me dit, elle est dans la cave à vin. Ok. Elle est où, la cave à vin? Venez avec moi. Les policiers ouvrent la porte de la cave. La réceptionniste Michel Fabrice est là, la tête dans une flaque de sang. Elle a reçu une balle sous l'oreille droite. Et près du corps, il y a d'ailleurs une douille calibre 22. 3 morts, 3 exécutions. Les policiers remontent à la réception. Et messieurs, venez voir. La caisse a été vidée. Et il y a un petit mot dedans. Même écriture que les 2 autres mots retrouvés sur le corps des patrons. J'ai pris 12 000 francs qui correspondent à ma paye et à mes congés payés. Et puis il y a autre chose, messieurs. Venez voir le registre du personnel. Vous voyez, là, c'est la ligne qui est consacrée à la réceptionniste Michel Fabrice. Et vous voyez ce qu'il a écrit à côté? Absence définitive de l'intéressé. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Bon, il n'y a pas à tortiller. C'est Hennequin, le veilleur de nuit, c'est lui qui a tué les patrons, et c'est lui qui a tué la réceptionniste. Parce qu'il avait un compte à régler avec eux. Et il assume, le diable. En déposant ses petits papiers partout, il signe son crime. Et maintenant, il faut lui mettre la main dessus dardard. Dans le parking, la voiture de la réceptionniste n'est plus là. Il a dû l'utiliser pour s'enfuir. Alors, pendant qu'on le recherche, il faut quand même que je vous dise comment il les a tués tous les 3. Léo Roupios, il l'a tué à coups de hache. 5 coups de hache. Gisèle Künzler, il lui a asséné 8 coups de hache, plus une balle dans la tête. Et Michel Fabrice a été tué elle aussi à coups de hache et une balle dans la tête. Pourquoi? Pourquoi tant de violence? Pourquoi tant de haine? Il n'y a que lui qui peut le dire.
Les policiers vont au 33 rue de l'Est jeter un coup d'œil à son studio. Et ils constatent à leur tour que la piole est un taudis. Et regarde, j'ai trouvé une photo de lui. C'est la seule photo qu'on trouve de lui. Et on comprendra vite pourquoi. Jean-Baptiste Hennequin n'a pas d'amis. Il n'a pas non plus de famille. Et ça fait belle lurette qu'il n'a trouvé personne pour le prendre en photo. En attendant, cette unique photo est bien utile. Elle permet de lancer un avis de recherche dans toute l'Europe. On cherche Jean-Baptiste Hennequin, né le 16 juin 1935 à Frénois-le-Grand, type européen, taille 1,80 m, corpulence moyenne, âge 61 ans, cheveux raides, courts et grisonnants, yeux marrons, maîtrise plusieurs langues, anglais, espagnol, japonais, polonais et hébreu. S'intéresse à la botanique et à la mycologie. Un triple meurtre à la hache dans un hôtel 4 étoiles, autant vous dire que ça passionne les journalistes, ceux du coin, et maintenant ceux de Paris. Ils sont des dizaines à grenouiller en ville. Une information vient d'être ouverte pour assassinat et séquestration, et un juge d'instruction vient d'être nommé. Mais où est-il? Où est-il? Des barrages routiers sont dressés. On met des policiers dans les gares, on surveille les hôtels de la région. Il a volé du cash dans la caisse. Il a les moyens de se payer un hôtel. Mais tout ça ne donne rien. Alors les policiers se rencardent sur le bonhomme. D'abord à l'hôtel. Oh, mais je vais pas pouvoir vous dire grand-chose sur lui. Il racontait jamais rien. Vous lui connaissiez des amis? Non. Non, je crois qu'il avait pas d'amis. De la famille, alors? Je sais qu'il a été marié, qu'il a des enfants. 3, je crois. Moi, je pense qu'il les a pas vus depuis des années, au moins 20 ans. Désolé de pas pouvoir vous en dire plus, mais je me rends compte qu'on le connaît pas, ce type. Retrouvez Christophe Andelatte pour la suite de votre récit dans un autre podcast déjà disponible sur votre plateforme. Mercedes-Benz. Pour observer les étoiles, il faut attendre la nuit tombée et espérer que le temps soit clair. Sauf du 1er au 30 juin pendant les Star Days Mercedes-Benz. Là, les meilleures conditions sont réunies pour voir les étoiles en plein jour. Profitez de nos offres en vous rendant chez votre distributeur. Star Days, journée étoilée, détails sur mercedes-benz.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Europe 1. Andelatte raconte la suite de votre récit. Et donc les policiers vont interroger ses voisins de la rue de l'Est. Et ils s'aperçoivent qu'Hennequin était en conflit avec tout le quartier. Bon, je peux vous dire qu'on a rencontré des tas de gens qui l'aiment pas, Ils m'ont tous à peu près raconté la même chose. Comme il travaillait la nuit, forcément il dormait le jour. Et du coup, d'après ce qu'ils disent, il gueulait contre tout ce qui l'empêchait de dormir. Il y en a un qui m'a raconté qu'il nourrissait les pigeons, et l'autre gueulait parce que les pigeons roucoulaient dans la cour. Et puis j'ai vu aussi un psychiatre qui a son cabinet juste à côté. Il m'a dit qu'Hennequin gueulait contre les enfants qui pleuraient dans son cabinet. C'est vous dire si le gars est irascible. Et alors le pire, c'est les chiens. Donc d'après ce qu'on me raconte, il supporte pas les clébards. On m'a raconté qu'il avait giflé une femme qui avait un chien, et alors qu'il a harcelé un propriétaire de chien en l'appelant au téléphone toutes les nuits pendant des mois. Bref, vu comment les gens l'aiment pas dans son quartier, à mon avis, il est pas prêt d'y revenir. D'après les premiers retours, il n'y a pas que les chiens qui ne supportent pas. Il y a quelques années, il a travaillé dans un autre hôtel de Saint-Quentin. Moi je l'ai employé comme réceptionniste. Il était épouvantable. Il supportait pas qu'on lui donne un ordre, il supportait pas qu'on lui fasse une remarque, il avait toujours raison. J'ai dû m'en débarrasser, quoi. Et alors il nous a collé au prud'homme. Bon, il a perdu, Mais attention, ne prenez pas Jean-Baptiste Hennequin pour un imbécile. Tout le monde raconte qu'il est très érudit, très cultivé. Je crois qu'il a travaillé pendant quelques années pour un lord, je crois, en Angleterre. Du coup, il parle vachement bien anglais, quoi. Je crois même qu'il donnait des cours d'anglais. Et puis, je l'ai entendu plusieurs fois à la réception. Il parlait très bien espagnol aussi, très bien japonais, et même hébreu. Alors qu'il n'était pas juif, je crois pas.
Il aime aussi la botanique, d'après ce qu'on dit. Les fleurs, les arbres et les feuilles. Il passait sa vie dans un grand parc à l'entrée de Saint-Quentin. Bon, faut mettre le parc sous surveillance, hein, au cas où. Les policiers mettent le parc sous surveillance. L'assassin à la hache reste introuvable. Alors, il reste à comprendre pourquoi il a réservé un sort aussi radical au patron du Grand Hôtel, à sa compagne et à la réceptionniste. Et les réponses, forcément, on les trouve à l'hôtel. Monsieur Roupios, le propriétaire, j'avoue que je comprends pas. Hein. Il n'y avait pas de conflit avec lui. De toute façon, Monsieur Roupios, il était quasiment jamais là. Par contre, Madame Künstler, oui. Oui, avec Madame Künstler, il se prenait la tête tous les jours. Et d'ailleurs, Monsieur Roupios avait fini par lui envoyer un avertissement. Il voulait qu'il s'excuse auprès de Madame Künstler. Mais bon, Jean-Baptiste s'excuser, c'est pas trop son truc, mais c'est pas tout. Il faut que vous sachiez que Monsieur Roupios lui avait envoyé un courrier recommandé en lui disant qu'il songeait à le mettre à la retraite. Moi, je pense que c'est ça qu'il a pas supporté. Vous savez, Jean-Baptiste, à part l'hôtel, il a pas de vie. Hein. Enfin, je crois pas. Et cette lettre recommandée qu'il lui avait envoyée, ça date de quand? De quand mais il y a 6 jours, je crois, oui, c'est ça. Et alors, Madame Fabrice, la réceptionniste, il avait un problème avec Madame Fabrice? Un problème... pas vraiment, disons que le problème, c'était qu'elle faisait le même métier que lui, quoi. Et donc, forcément, à son point de vue, elle le faisait beaucoup moins bien. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il avait une haute opinion de lui, Jean-Baptiste. Puis Madame Fabrice, c'était un peu la chouchou de Madame Künstler. Il l'appelait l'œil de Moscou. Donc, Hennequin aurait tué ses 2 bosses parce qu'il voulait le mettre à la retraite, et la réceptionniste Madame Fabrice parce qu'il était jaloux d'elle. Bon, si on veut mettre la main sur ce type, il faut se rencarder très vite sur lui. Il est né à Frénois-le-Grand. C'est à quoi, 15 km de Saint-Quentin, ça? Je vais demander aux gendarmes de là-bas de mener une petite enquête sur place. Voilà tout ce que j'ai pu apprendre sur votre gars, là, Jean-Baptiste Hennequin. Alors vous allez voir, c'est gratiné. Alors d'abord, son père. On nous a décrit un colosse, un type 1m90 avec une grande barbe et une cape. Un type qui passait la majorité de son temps au bistrot, qui était fâché avec tout le monde, le maire et même l'instituteur. On nous a raconté qu'il allait chanter l'international sous ses fenêtres, vous voyez, le bonhomme, quoi. Et vous savez quel surnom il lui avait donné dans le village? Non, mais allez-y. Landru. Il l'appelait Landru. Landru? Mais pourquoi donc? Parce que figurez-vous que sa femme a disparu du jour au lendemain, juste après la naissance de leur fils Jean-Baptiste. C'était en 1936. Et donc les gens ont toujours pensé que c'était lui qui l'avait tué. Voilà pourquoi donc il l'appelait Landru, sans que d'ailleurs il ait jamais été prouvé qu'il avait vraiment tué sa femme. Donc Jean-Baptiste Hennequin a grandi sans maman, hein? Le père, il est toujours vivant? Non. Il a aussi vécu son père, c'est-à-dire que son père est mort quand il avait 5 ans. Un accident de voiture. Et donc lui et ses 2 sœurs ont été placés en famille d'accueil à la DAS, mais pas ensemble, d'après ce qu'on nous a dit, séparément. Et après, l'adolescence, tout ça, vous avez des infos? Oui. Il a changé plusieurs fois de famille d'accueil. Et puis, on nous raconte qu'il a dû arrêter l'école à 14 ans. On nous dit qu'il était d'ailleurs très brillant au collège et qu'il était resté très amer de ça, de pas pouvoir poursuivre ses études, quoi. Ah oui, on a donc un atavisme très lourd, un père irascible, violent, possiblement meurtrier de sa femme. Les chats ne font pas des chiens. Et puis on a aussi un gros trauma. La disparition de sa mère, la mort de son père, les familles d'accueil qui s'enchaînent à la DAS, l'obligation d'arrêter l'école alors qu'il avait envie de faire des études.
Le jeune Jean-Baptiste Hennequin s'est lancé dans la vie avec un gros sac à dos sur les épaules. Mais c'est pas tout, hein. Donc après il s'est marié, il a eu 3 enfants, et puis il a divorcé. Et là il est entré en conflit avec sa femme au sujet d'une voiture qui se disputait. Et il l'a étranglé. Je suppose que vous saviez ça par le fichier, non? Ouais, on est au parfum. Sa femme a survécu, hein, c'est ça? Oui, voilà. Et donc pour ça, il a été condamné à 3 ans de prison. Et depuis, il n'a jamais revu ni sa femme ni ses enfants. Et puisqu'on en est à fouiller dans le fichier à la page Hennequin, il a une autre affaire sur le dos. En 1985, il se promène au bois de Boulogne, à Paris. Il s'embrouille avec un travesti, il sort un pistolet et bam, il lui tire dans la tête. Le travesti perdra un œil. Et pour ça, il a pris 3 ans de prison, dont 1 an ferme seulement. Et de tout cela, bien sûr, personne n'était au courant au Grand Hôtel. On vient de retrouver la polo de la réceptionniste avec laquelle il s'était enfui, à Amiens, près de la gare. Et là, 2 hypothèses. Soit il a pris le train pour Calais, et possiblement après pour l'Angleterre, soit il a pris le train pour Paris. Bon, on a du nouveau. Il aurait été repéré à Paris par plusieurs témoins, après l'avis de recherche publié dans le journal. Donc une première fois dans le Marais, et puis une seconde fois près de la place Saint-Michel. Bon, après, on sait ce que valent ce genre de témoignages, hein. Il suffit qu'on cherche quelqu'un pour que les gens le voient partout. On connaît la musique, hein. Quatre mois après le triple meurtre, le gérant d'un petit hôtel de la Porte Saint-Martin à Paris appelle le commissariat du 10e arrondissement. Voilà, on m'a volé ma recette. 5000 francs. Ils étaient dans une enveloppe et moi je pense que ça peut être qu'un client de l'hôtel qui a fait le coup. Ok, on vous envoie un équipage, hein. Les policiers fouillent l'hôtel chambre par chambre. Et dans l'une d'elles, ils tombent sur un type d'environ 60 ans. Vous vous appelez comment, monsieur? Je m'appelle Dampierre. Jean Dampierre. Bien, monsieur, on va fouiller vos affaires. Non, mais ça va pas. Vous n'allez pas toucher à mes affaires? Bah, si. Il fouille toute la chambre. Et à un moment... C'est quoi, ça, monsieur? C'est un pistolet mitrailleur M16, ça? Ouais, parfaitement. Bah, j'ai déjà été agressé. J'ai le droit de me défendre. Se défendre avec un M16. Mais c'est pas tout. Les flics tombent aussi sur une carte orange du métro parisien. Dites, monsieur, elle n'est pas à votre nom, cette carte? Jean-Baptiste Hennequin. Et voilà comment, 4 mois après le triple meurtre, Hennequin se fait pincer. Transféré à Amiens, Jean-Baptiste Hennequin reconnaît immédiatement les faits. Mes patrons, c'était des salauds. Ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Ils me respectaient pas. Alors que moi, je faisais mon travail mieux que quiconque. Sur les 4 étoiles, le Grand Hôtel, il m'en devait au moins 3. Parce que sans moi, ils auraient eu un petit hôtel merdique. Alors me faire des reproches et m'envoyer à la retraite forcée, franchement, c'était pas juste, hein. La disproportion entre la violence de ces 3 meurtres et les motivations d'Hennequin, c'est stupéfiant. Jean-Baptiste Hennequin est jugé en juin 1999 devant la cour d'assises de l'Aisne. Il a 64 ans. Il se présente dans le box droit comme un I, en costume 3 pièces. Son regard est glacial. Et on va être clair, hein, il a reconnu les faits, il va prendre perpète. Et d'ailleurs, à aucun moment, il ne revient sur ses aveux. Ce qui l'intéresse, lui, c'est de parler encore et encore des humiliations qu'il a subies à l'hôtel. Et il s'acharnait contre moi, alors que j'étais un bon employé. Très bon même. Il ne cherchait qu'à me faire des reproches et à me vexer.
Et ils voulaient m'envoyer à la retraite. Vous vous rendez compte? Avec tout ce que j'avais fait pour eux? Dois-je comprendre, monsieur Hennequin, que vous n'avez pas de regrets? Ah non, je n'ai aucun regret. Vraiment pas. On évoque évidemment son histoire personnelle douloureuse, sa mère disparue, son père mort dans un accident de voiture, son errance de famille d'accueil en famille d'accueil dans sa région, l'étranglement de sa femme et le coup de pistolet tiré dans l'œil du travesti. Et puis on se tourne vers lui et on lui demande de parler de lui. Ça ne m'intéresse pas de parler du passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler des coupables, des vrais coupables, de ceux que j'ai tués. Ce type est un psychopathe de première bout. Et du coup, on aimerait bien avoir l'avis d'un expert psychiatre. Sauf que lui a refusé de se soumettre à l'expertise. Il a envoyé bouler les psys. Et donc, on ne peut se rabattre que sur une vieille expertise de 1985, au moment où il avait tiré sur le travesti. Alors, je vous donne lecture de l'expertise réalisée à l'époque. L'expert n'avait décelé aucun trouble psychiatrique. Il fait état dans son rapport, je cite, d'une instabilité caractérielle et d'une anxiété permanente à tous les niveaux de sa vie, aussi bien dans le travail que dans sa vie personnelle. Angoisse, dit l'expert, qui affectait son sommeil et expliquait son besoin d'être armé. Et le top de sa froideur, c'est quand il se tourne vers les parents de la réceptionniste, Michel Fabrice. Moi, je pense que votre fille serait encore vivante si vous l'aviez mieux élevée. Dans ces conditions, il n'y a plus à tortiller. Jean-Baptiste Hennequin est condamné à la peine maximale, réclusion à perpétuité, avec une peine de sûreté de 22 ans. Il est mort en 2021, en prison, à l'âge de 86 ans. Vous avez aimé cette histoire? Christophe Ondelat vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application.